Bonjour à tous. Alors, quitte à être dans le farsesque complètement, je vais me présenter tout seul, ça sera plus simple. Voilà, donc Stéphane Janger, j'enseigne la littérature de la Renaissance au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours. Et donc, j'ai la chance de présenter aujourd'hui une communication, la dernière de ce festival. Alors, en revanche, je ne suis pas sûr d'avoir la chance de passer juste après ce qui vient de se passer, parce que c'est la première fois que je fais une conférence dans des odeurs de patchouli, mais c'est pas grave. Dans des odeurs de patchouli et dans un tonneau, par ailleurs. Mais bon, on va essayer de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Alors donc, je vous disais, mon propos intervient à la fin de ce festival. Ce sont les hasards de la programmation qui ont fait les choses. Et ce n'est pas plus mal, d'une certaine façon, car ce que je souhaite maintenant faire, c'est non pas vous parler d'une farce en particulier ou de la relation que Rabelais entretient avec la farce, mais comme on me l'a demandé, de vous parler d'un peu autre chose, d'une certaine façon, des relations entre la farce ancienne et ce qui se joue aujourd'hui peut-être avec la farce. Le propos que je souhaite tenir aujourd'hui ne porte pas sur la farce elle-même, mais bien plutôt sur le regard ou les regards qu'on a pu porter au fil du temps sur la farce, en fait sur l'histoire des jugements portés sur elle et en quelque sorte sur cette incapacité, voire sur ce désir de ne pas entendre parler de ce genre théâtral. Alors ce festival est un contre-exemple unique, mais mon propos est bien celui-là. Raison pour laquelle j'ai choisi ce titre incongru, et je m'en excuse, un peu provocateur, la farce, ce qu'on ne veut pas voir, ce que l'on ne peut pas voir. Alors comme je vais essayer de le montrer rapidement, je ne prendrai que, parce que j'ai une demi-heure, hein, donc j'ai pas beaucoup de temps, je ne prendrai que deux moments dans l'histoire de la réception, en fait, pour dire les choses autrement, de la farce. Je vais essayer de le montrer rapidement. Donc, les humanistes, ceux qu'on associe si volontiers à Rabelais, peut-être rapidement, de la Renaissance, n'aiment guère le théâtre farcesque. Lui préfèrent largement, comme cela a été dit par Nicolas Lecadet tout à l'heure, la comédie à l'antique, qu'il réinvente aussi. Ils ne sont pas les seuls à s'en plaindre. Au XVIIe siècle, les critiques sont nombreuses et elles le sont aussi pour les siècles ultérieurs, le XIXe siècle, etc. À l'époque actuelle, que représente-t-elle l'époque actuelle représente-t-elle si volontiers des farces? Et pour aller rapidement aux questions que cela pose, et peut-être qui fâche, pourquoi n'est-ce pas le cas? Qu'est-ce qui pose problème avec la farce aujourd'hui? Qu'est-ce qui gêne avec la farce? Alors, on a parlé de différents types de farces, notamment lors de la première conférence à l'hôtel de la Jacobière, mais quand même. Alors, afin d'essayer de proposer quelques hypothèses rapides et sans doute sommaires pour répondre à ces questions, je vais commencer par un rapide tour d'horizon historique qui nous mènera de la fin du Moyen-Âge à l'époque actuelle, avec en fait ces deux repères uniquement. Je vais parler bien davantage du XVIe siècle, qui, vous l'avez compris, est un peu mon siècle de prédilection, et celui où se joue, me semble-t-il, quelque chose de l'ordre d'une bascule entre deux époques, et, si je n'avais pas peur des grands mots, entre deux conceptions du monde et même deux systèmes idéologiques. Alors, vous l'avez compris durant ce festival, vous le saviez peut-être d'ailleurs déjà, la farce est à côté du mystère, de la moralité ou de la sottise par exemple, je ne reviens pas là-dessus, l'un des grands genres essentiels du théâtre du Moyen-Âge, et de la première partie au moins du XVIe siècle. C'est, si l'on en croit les historiens de la littérature, un genre florissant pendant ce siècle qui n'existe pas, de 1450 à 1550. Et Nicolas Lecadet nous a rappelé tout à l'heure à quel point ce siècle est fertile en farce. Il n'en reste pas moins vrai que c'est un genre dont, génération après génération, l'on n'a pas voulu ou plus voulu entendre parler. Il est bien connu, par exemple, alors des collègues qui peuvent être dans l'Assemblée, par exemple, que les humanistes du milieu du XVIe siècle, fascinés qu'ils sont par l'Antiquité et taraudés par la conscience aiguë de ce qu'ils vivent comme une insupportable dégradation, pour ne pas dire un abâtardissement des formes esthétiques, ne l'ont que peu aimé. Rabelais est à cet égard, comme Marguerite de Navarre et comme Marot, un homme de la fin du XVe siècle, plutôt qu'un homme du XVIe siècle, j'allais dire. Que reproche-t-on? Que reprochent ces humanistes à la farce, ces humanistes lettrés? Eh bien, d'abord, son obscénité. La forme imparfaite qui est la sienne, comparée à des modèles plus classiques, dont on commence à se dire qu'ils sont infiniment supérieurs à ce qu'on fait en France à cette époque. Et son peu d'érudition. On n'apprend rien dans une farce. Pas grand-chose en tous les cas. Et parfois, tout cela ensemble. Joachim du Bellay, je vous ai mis la citation à l'écran, écrit ainsi dans la célèbre Défense et illustration de la langue française de 1549, chapitre 4, je passe les autres choses. Quant aux comédies et tragédies, si les rois et les républiques les voulaient restituer en leur ancienne dignité,
qu'ont usurpé, j'attire l'attention sur ce verbe, qu'ont usurpé les farces et moralité, je serais bien d'opinion que tu t'y employas, s'il s'adresse à quelqu'un qui se mettrait à essayer d'illustrer la langue française, à un poète à venir. Et si tu le veux faire pour l'ornement de ta langue, pour l'ornement du français, le paradoxe, c'est que pour l'ornement du français, il faut choisir des modèles latins. Tu sais où tu dois en trouver les archétypes, et surtout pas la farce. La farce, c'est une usurpatrice. Ces archétypes, ces modèles, alors je choisis un terme terriblement archétype, c'est vraiment pas un mot facile pour un lecteur du XVIe siècle. Hein. Ces archétypes, ces modèles sont évidemment latins et grecs. Et il y a là un paradoxe, au moins apparent, quand on entreprend la défense d'une langue et d'une littérature en français. Que l'on ne s'y trompe pas, le jugement de Du Bellay est clair. Il s'agit là, pour lui, d'une authentique usurpation. Ce sont des usurpateurs. La farce est un genre quasi politiquement usurpateur. Le travail de restitution, si caractéristique de l'humanisme, on dit toujours que l'humanisme, c'est restituer les corpus, hein, travail sur les sources. Le travail donc de restitution des corpus, si caractéristique de l'humanisme, est donc de chasser un usurpateur, de faire que la farce disparaisse d'une certaine façon, parce que c'est un genre proprement dégénéré, hein, qui a perdu de son genre, si on peut dire, au sens étymologique du terme, et donc il faut rendre à Terence ce qui lui appartient et chasser Patelin de tout l'horizon scénique. La comédie aurait dû garder son antique grandeur, et c'est avec mépris qu'il convient de regarder cet avorton, populaire ou pas, mais enfin cet avorton qu'est, semble-t-il, la farce. Je vous ai mis une petite image là qui est tirée de Bruegel de 1559 et vous voyez en haut, alors là dessous, vous voyez une petite représentation de farce et sans dire évidemment que la farce est un genre uniquement populaire, on peut dire aussi qu'elle est représentée dans des villages et vous voyez ici à l'occasion d'une fête. Alors ce truc-là, il faudrait que je l'enlève. Attendez. Voilà. Oui, il est précisément à l'endroit, mais comme d'habitude en fait. Voilà. Je peux zoomer même. Voilà. Ça devient flou, mais vous voyez ici quelque chose comme des tréteaux. Hein, on est posé sur des échafauds, on dit au XVIe siècle. Donc on est posé sur des échafauds, et puis vous avez des farceurs qui sont en train de représenter une farce. Je ne sais pas du tout de laquelle il s'agit, et puis autour, tout un petit public. Des images de farce comme ça, on en a quand même pas mal, et donc ça ressemblait à ça. Donc, quand il dit qu'il faut retrouver des formes plus nobles, même si la question des enjeux populaires ou pas seulement populaires de la farce se pose, il y a aussi ça, me semble-t-il, derrière. Alors, de façon quasi concomitante à Du Bellay, vous avez ici l'art poétique, pardon, alors attendez, comme c'est un PC, c'est un peu différent. Voilà. Thomas Sébillier, dans son art poétique français de 1548, condamne une forme qu'il juge ringarde, pour le dire en un mot, et si peu en rapport avec le legs antique. La critique est plus sévère encore que celle de Du Bellay, et le sourcil plus renfrogné encore à l'égard de la farce. La farce, dit-il, retient peu ou rien, vraiment, de la comédie latine, aussi, à vrai dire, pour ce à quoi elle sert, voir l'image précédente, ne servirait à rien les actes, les scènes, et en serait la prolixité ennuyeuse, car le vrai sujet de la farce ou de la sotie, ce sont des badineries, nigauderies, et toute sotie émouvante à rire et plaisir. Le sujet de la comédie grecque et latine, alors ça c'est beaucoup mieux, était tout autre, car il y avait plus de morale que de riz, et bien souvent autant de vérité que de fable. Nos moralités tiennent lieu entre nous de tragédie et de comédie indifféremment. Bon, je ne refais pas l'histoire littéraire, hein, mais là on est en 1548, donc un peu avant ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Jodelle, la Cléopâtre captive et ces textes-là. Je laisse de côté la suite. Le rire que la farce cherche à susciter n'est pas le rire fin de celui qui comprend une allusion subtile, mais un rire dissolu, à tous les sens du terme, comme le dit le texte, un rire moralement peu admissible. Bref, ce que l'on appelle aujourd'hui un rire gras, au sens étymologique d'épais. Hein, gras, ça ne veut pas dire qu'il est plein de matière grasse, c'est-à-dire qu'il est épais. Voilà. La comédie antique est à 1000 lieues pour s'ébiller de ces balourdises et de ce théâtre de rue tout juste bon pour réjouir la populace. Sa matière est basse, sexuelle, et elle cherche à promouvoir toutes les formes de lascivité condamnables. Autre citation, mon travail est essentiellement un travail de rhapsodie, donc j'ai pris quantité de citations. Grévin, qui écrit un peu plus tard, en 1561, il est dans le sillage très net de Du Bellay et de Sébillier, et il condamne, hein, d'une certaine façon, cette forme littéraire
peu noble. Les anciens, dit écrit-il, avaient encore une autre sorte de comédie qu'ils appelaient mimus, ou batellerie, pour autant qu'elle était faite de paroles ordes, c'est-à-dire sales, de paroles ordes et vilaines, et de matière assez déshonnête, laquelle était aussi représentée par des bateleurs. De là sont venues les farces des Français, comme nous pouvons facilement voir. Donc ce n'est pas à l'honneur des farces des Français que d'avoir repris ce modèle-là. À l'opposé de l'idéal élitiste de la Pléiade, qui propose dans différents textes de la fiction bien pratique, selon laquelle le poète est un élu qui reçoit l'inspiration, vraie fureur divine, et devient par là même, comme le dit Du Bellay, vrai poète sacré, la farce cherche surtout l'applaudissement du vulgaire, et ne conçoit pas au-delà. Elle se prostitue de la sorte pour un peu d'argent. Le farceur, est-il dit dans les textes souvent, de temps à autre, mercenaire, comme le fait dire Louis Le Caron en 1556 à Jodelle, justement, dans les dialogues fictifs qu'il invente. Alors, ce sont des dialogues dans lesquels Louis Le Caron fait parler des personnages qui n'ont jamais dit ça, mais des personnages historiques. Et donc Jodelle, celui dont on parlait tout à l'heure, il lui fait dire à Jodelle un certain nombre de choses que je vais vous lire ici. Donc c'est Jodelle qui parle, fictivement, mais en fait c'est Louis Le Caron qui écrit, et il dit ceci, Athénée, alors je l'ai mis là, voilà. Athénée récite Charistoxène, donc déjà ça commence assez fort, écrit qu'anciennement était une marque d'ignorance de mériter l'applaudissement du vulgaire. Chercher l'applaudissement du peuple, enfin du vulgus, c'est pas exactement le projet de la Pléiade, c'est même le contraire. Mais après que la musique a été toute destinée au théâtre pour complaire à une sotte multitude, elle est devenue tant vile que les nobles esprits, la dédaignant, l'ont rejetée aux mercenaires farceurs, ménestriers et je ne sais quels autres encore plus abjects. Dans ce droit fil de cette conception mercenaire de la farce, on reproche aux farceurs, acteurs, le vagabondage de ces derniers et le manque de conformité de leur vie avec les idéaux du temps. Jean Boucher, qui est un poète, souvent on le classe dans les grands rhétoriqueurs, de la fin du XVe, mais qui va jusqu'au milieu du XVIe siècle, Jean Boucher semble ainsi presque se réjouir, alors c'était un juriste, de les voir finir leur vie dans la misère des hôtels-dieux. C'est des farceurs, c'est normal qu'ils terminent ainsi. Ça se termine toujours mal pour les farceurs. Je vous lis le passage. Aussi ne veux-je parler, ne veut parler des gaudisseurs, des détracteurs, lubriques et farceurs. Donc vous avez là une série quasi synonymique, qui n'est pas en leur faveur. Et qu'est-ce qu'on dit de ces gens-là? Qui n'ont métier autre que farcerie. De tels gens n'est que moquerie, et bien souvent meurent est-ce hôpitaux, après avoir gaudi par monts et vaux. Ils ont circulé dans la France entière, dans l'Europe entière, ils ont fait des farces, et qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh bien, ils n'ont pas le sou, et ils meurent misérablement, par le défaut d'un petit de pécune, c'est-à-dire ils n'ont vraiment pas d'argent. Je m'arrête un instant dans cette rhapsodie, que je pourrais continuer un peu longtemps, mais le propos d'ensemble me semble assez clair. Et je fais une sorte de pause, si vous voulez, et je vais essayer de mesurer l'écart qu'il y a entre cette conception qu'on pourrait dire des années 1540 avec une époque précédente. Le changement est assez spectaculaire, me semble-t-il. Si on regarde par exemple Clément Marot, 3 ou 4 décennies plus tôt, je reviens en arrière. Lui, il aimait assez bien la farce, d'après ce que je comprends de ses textes. Et il ne trouvait rien à redire de particulier à ses farceurs. Il y a un texte magnifique de Marot que je vais vous lire rapidement, qui est l'éloge funèbre de Jean Serre, dont on a parlé un petit peu avec Marie Bouaïc-Gironès il y a quelques jours de cela. Farceur, Jean Serre, farceur, mais farceur mis en lumière par Marot avec une intensité qui me semble assez touchante. Et c'est avec cette épitaphe qu'il termine la section entière des épitaphes. Donc il choisit de faire de Jean Serre quelqu'un qui va terminer toute une série de son adolescence clémentine, donc publiée en 1532, mais écrite avant. Et donc je vous mets le texte de Clément Marot. De Jean Serre, excellent joueur de farce. Ça commence déjà bien. Donc c'est une épitaphe, donc c'est 6J, bien sûr. Ci-dessous,
J, et loge en serre, ce très gentil falot Janser, qui tout plaisir à les suivants est grand joueur en son vivant. Non pas joueur de dés, de quilles, mais de belles farces gentilles, auquel jeu jamais ne perdit, mais y gagna bruit et crédit, amour et populaire estime, plus que d'écus comme j'estime. Il fut en son jeu si adextre, qu'à le voir on le pensait estre, ivrogne quand il s'y prenait, ou badin s'il l'entreprenait, et n'eût su faire en sa puissance le sage, car à sa naissance, nature ne lui fit la trogne que d'un badin ou d'un ivrogne. Toutefois, je crois fermement qu'il ne fit oncle si vivement le badin qui rit ou se mord, comme il fait maintenant le mort. Sa science n'était point vile, mais bonne, car en cette ville, des tristes tristeurs détournés, et l'homme aise en aise tenait. Or bref, quand il entrait en salle, avec une chemise sale, le front, la joue et la narine toutes couvertes de farine, et coiffé d'un béguin d'enfant, et d'un haut bonnet triomphant, garni de plumes de chapon, avec tout cela je réponds, qu'en voyant sa grâce niaise, on n'était pas moins gai ni aise qu'on est aux champs élysien. Ô vous, Parisiens, de le pleurer pour récompense, impossible est, car quand on pense à ceux qu'il saoulait faire et dire, on ne se peut tenir de rire. Que dis-je? On ne le pleure point? Si fait-on, et voici le point. On en rit si fort en maint lieu, que des larmes viennent aux yeux. Ainsi, en riant, on le pleure, et en pleurant, on rit à l'heure. Or, pleurez, riez votre soûl, tout cela ne lui sert d'un sou. Vous feriez mieux, beaucoup mieux, en somme, de prier Dieu pour le pauvre homme. Magnifique texte, très beau texte, un des plus beaux textes que je connais sur les acteurs au XVIe siècle. Très bel éloge funèbre qui me semble dire l'affection pour un homme en même temps que pour ce type de théâtre, si décrié par les humanistes de la génération d'après. Et même, si l'on remonte un peu plus tôt dans le XVIe siècle, l'on peut mesurer à quel point la situation était différente. C'est une petite anecdote que je vais vous raconter, que j'aime bien raconter aux étudiants quand je fais des cours sur le théâtre. Elle nous vient d'un article important que Gustave Cohen, bien avant notre collègue Nicolas Lecadet, avait consacré à la question de Rabelais et le théâtre. Et il raconte une anecdote que je trouve très intéressante et très parlante. Alors, je ne sais pas si je l'ai mise dans la citation, sinon non. Là, je la dirai après. Et il raconte cette anecdote, c'est quoi? Je vais la gloser. En fait, figurez-vous, les vignerons de Chinon ont des prédécesseurs, et je vais changer un peu de terroir, je vais aller à Metz, le 31 janvier 1501. Le 31 janvier 1501, à Metz, il y a un humaniste précoce, alors très précoce, en 1501, qui décide de faire représenter dans la cour de l'évêché l'Andrienne de Thérence, une vraie comédie à l'antique. Il le fait pour les vignerons du pays. Et les vignerons du pays sont habitués à voir leur farce rituelle chaque année. Et cette représentation de l'Andrienne de Thérence en 1501 se termine très mal. En fait, les acteurs sont pas loin d'y laisser la vie. Les vignerons ont l'impression qu'on se moque d'eux avec cette comédie à l'antique. Ce n'est pas la farce qu'ils attendaient. Voilà. En 1501, l'état d'esprit n'est pas du tout encore à cette ouverture, disons, en tous les cas si on croit cette anecdote. Ils ont été obligés, donc je lis la citation de Gustave Cohen, les vignerons, furieux, croyant qu'on se moquait d'eux, montèrent sur le théâtre et voulurent faire un mauvais parti aux acteurs. Il fallut recommencer le lendemain, mais à huis clos. Donc on a fermé les portes, on a fait ça sans les vignerons, et l'affaire s'est mieux passée. Donc les braves vignerons messins attendaient leur farce ordinaire, traditionnelle, celle dont ils avaient l'habitude, celle qu'ils aiment, celle pour laquelle ils se réunissent, comme peut-être hier soir. On leur sert à la place une comédie à l'antique, et la déception est évidemment à la mesure de l'attente. C'est peut-être pour eux une farce, mais une farce d'une bien mauvaise sorte, et dont ils seraient en quelque sorte les dindons. C'est du moins ainsi qu'à l'évidence ils le prennent. Bref, en 1501, l'époque n'est pas venue du retour à l'antique, du moins sur les théâtres. L'évolution majeure dans le regard porté sur la farce
semble se jouer autour des années 1540-1560, beaucoup le disent. Elle n'est évidemment pas sans rapport, je crois, avec la montée en puissance des antagonismes religieux et un très net raidissement idéologique. Significativement, écrit Bernadette Reflot, les éditions de farce se raréfient après 1550. Et en 1541, le Parlement de Paris, certes uniquement pour le ressort de Paris, mais interdit la représentation. Alors le Parlement de Paris, c'est toujours intéressant de se rappeler que c'est une autorité civile. Hein. Bon, parce que souvent on se laisse aller à des approximations, mais c'est bien le pouvoir politique civil qui interdit les farces lascives et les momeries. Hein. D'où sont advenues, pourquoi ? Pour trouble à l'ordre public d'une certaine façon, d'où sont advenus adultère et fornication infinie, scandale, dérision et moquerie. Si vous regardez des gens en train de tromper d'autres gens, ça vous donne des idées, et donc ensuite la peste se répand dans la ville et c'en est fini de l'ordre social. La farce appartient à l'évidence à la première Renaissance, c'est-à-dire à la Renaissance qui va jusqu'à ces années-là. La mort de Marguerite de Navarre en 1549 ou celle de Rabelais en 1553 peuvent sans doute constituer de bons terminus ad quem. L'époque est révolue et la farce s'étiole peu à peu. Elle ne disparaît évidemment pas, elle se métamorphose, elle prend d'autres formes, mais sa place ne sera plus jamais exactement la même, y compris même avec Molière un siècle plus tard. Et puisque j'évoque ce nom, celui de Molière, et comment ne pas le faire, qu'on me permette de rappeler les vers si célèbres de Boileau qui résument, je vais dire la vie des lettrés, mais en tous les cas au moins le sien. La farce est peut-être tolérable, mais que l'on ne fasse croire à personne que Molière y donne le meilleur de lui-même. Vous voyez ce que dit Boileau, les vers sont connus. Boileau, donc, dans son art poétique, s'en prend à Molière en disant ceci: « C'est par là que Molière, illustrant ses écrits, peut-être de son art eût remporté le prix, si, moins ami du peuple, en ses doctes peintures, il n'eût pas fait souvent grimacer ses figures, quitté pour le bouffon l'agréable et le fin, et sans honte à Thérence allié Tabarin. Dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope. » Voilà, on peut dire, bon, on peut... J'aime beaucoup Boileau, mais là je lui en veux un peu, je dois bien le reconnaître, de ses vers. Ami du peuple, en l'occurrence, ça signifie ami de la populace. La farce flatte les plus bas instincts, fait renoncer aux doctes peintures, et elle serait à le suivre une simple bouffonnade sans valeur, exagérant les caractères et les dénaturant par là même. Le sac, le bâton, attributs si caractéristiques de ce genre, doivent donc disparaître des théâtres et des scènes au profit d'analyses psychologiques plus subtiles. Le misanthrope, par exemple. Hein. C'est, pour reprendre les mots de Boileau, le triomphe de l'agréable et du fin. Comme s'il fallait nécessairement faire un choix, comme si le théâtre ne pouvait pas être et l'un et l'autre, comme si l'on devait choisir entre aimer les spectacles de marionnettes et les tragédies de Racine. Alors, tous les auteurs du XVIIe siècle n'ont évidemment pas un avis aussi tranché, mais significativement, quand la farce fait l'objet d'un intérêt éditorial au début du XVIIe siècle, l'on précise qu'il ne s'agit plus de la farce du siècle précédent. Un recueil de farces publié au tout début du XVIIe siècle, le recueil de plusieurs farces tant anciennes que modernes, est ainsi accompagné d'un sous-titre qui semble rendre possible une telle entreprise éditoriale. Lesquelles, est-il écrit, on la publie donc en 1612, ces farces antérieures, et on ajoute lesquelles ont été mises en meilleur ordre et langage qu'auparavant. Bon. Qu'est-ce à dire? Qu'on a modernisé les termes, bien évidemment, mais pas simplement ça. Le langage est devenu plus polissé et l'on y perd sans doute quelque chose. Que l'on accepte l'influence de la comédie et qu'on repense en suivant la mode du temps l'architecture de l'ensemble, probablement aussi. Bon. Je vais vite, je saute des passages dont j'avais prévu de parler, mais ça n'a pas d'importance. Non, bon, je ralentis alors. Peu à peu, la farce, disais-je, disparaît des tréteaux, non seulement des tréteaux, mais même, semble-t-il, quelque peu des esprits. Certains la redécouvrent un peu en s'intéressant au grotesque, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler ici. Naudier, par exemple, possède une édition du XVIIIe siècle de Patelin. Mais cette histoire à travers les époques, celle-là, je n'ai pas le temps de la faire, dans le temps qu'il me reste pour mener à bien ma communication. Voilà à peu près pour le XVIe siècle ce que je voulais vous dire. Et je vais faire maintenant un bond, arbitrairement, pour répondre aussi à une sorte de contrat moral que j'ai avec les organisateurs, dont moi-même.
jusqu'au 21e siècle, jusqu'au 20e et 21e siècle. J'aurais des choses à dire sur le 19e, mais je les laisse, je saute. On pourrait penser, naïvement, spontanément, intuitivement, que le 20e et le 21e siècle ont absolument dépassé ces grilles de lecture morale des humanistes que je citais tout à l'heure, et qu'il ne viendrait plus à l'idée de personne de formuler des griefs de ce type, de reprocher aux farceurs d'être obscènes, par exemple. Bref, on pourrait penser que notre époque, absolument différente, absolument libre, etc. Bon, ce serait vrai, mais ça ne l'est pas tant que ça pour autant. En tous les cas, ça l'est peut-être moins que ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors, c'est là où mon propos devient un peu périlleux pour moi. Je vais poser la question, sans barguigner davantage, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on représente si volontiers des farces? Des vraies farces? Il est difficile de le savoir avec certitude sans mener une étude approfondie et au long cours, dont je n'ai ni le temps, ni les moyens pratiques, ni même l'envie. L'on peut tout de même se faire une idée de la situation en utilisant quelques outils statistiques sommaires, je m'en excuse, et d'accès facile, et sans donner aux résultats approximatifs, je le concède tout de suite, une autre valeur que celle d'indice. Je me suis amusé à faire des choses que je ne fais jamais, des sortes d'analyses un peu de fréquences, de choses comme ça. L'on peut par exemple consulter très aisément, vous le savez sans doute, des statistiques de fréquentation des pages de l'encyclopédie, prétendument encyclopédie, Wikipédia. C'est en rien une encyclopédie en réalité. Si on regarde la page farce de Wikipédia, on s'aperçoit de choses assez intéressantes. On s'aperçoit, quand on consulte non pas le contenu de la page, mais quand on consulte les statistiques de consultation de la page, qu'il y a là des signaux, qu'on dit aujourd'hui des signaux faibles pour faire chic, mais enfin des signaux, qui montrent une érosion significative du nombre, par exemple, de consultations de la page. Je vous montre les chiffres. Alors, vous voyez, ça part de 2015 et ça va jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est là les statistiques de consultation de la page farce théâtre. Donc, on est bien pour la distinguer de farce de Loïc Bienassi. Hein, c'est une autre farce. Voilà. Donc, il y a quelques bizarreries, comme vous voyez ce pic à 5000 consultations. Là, bon, c'est visiblement une erreur statistique, il y a quelque chose comme ça, mais on constate quand même, c'est pas une page très consultée, hein. C'est clair que c'est pas une page très consultée, mais on vous constate quand même une lente érosion du nombre de consultations de la page. Ça dit rien d'intéressant, ça dit un peu quelque chose quand même. Donc, on voit que depuis 10 ans, on le regarde moins. Le résultat est sensiblement le même, je passe à la page suivante, si on regarde non plus la farce en général, mais la seule farce qu'on connaît aujourd'hui, si tant est qu'on en connaisse encore aujourd'hui, la farce de Maître Patelin. Regardez là les statistiques, c'est encore à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a une lente érosion, même si c'est un peu moins net. On regarde ensuite, autre statistique, toujours du même type de données, hein, je ne leur accorde pas une valeur absolue, mais ça donne quand même une intuition. Une statistique, cette fois-ci, à partir de ce qu'on appelle Google Trends. Les Google Trends, c'est quoi? C'est la popularité des recherches sur un moteur de recherche. Vous voyez assez facilement si Syndeca des vins de Chinon a une popularité qui croît ou pas du tout. Voilà, elle monte sûrement en flèche. Donc, on regarde Google Trends et ça donne quoi? Ça donne ceci. Donc, vous voyez, sur le moteur de recherche Google, qu'est-ce qu'on a? On a une lente érosion, alors il faut que je fasse avec celui-là, une lente érosion des statistiques, de la statistique de consultation. On cherche de moins en moins, et on pourrait dire c'est parce qu'on connaît de mieux en mieux, mais je ne crois pas, ce qu'est une farce. Hein, je pense que ça, visiblement, il y a quelque chose. En tous les cas, je ne dis pas que la farce n'existe plus, mais le genre lui-même semble s'évaporer quelque peu. Alors, bien sûr, je ne suis pas statisticien, pas du tout, et tout ça, ça se fait un peu au doigt mouillé, hein, je suis d'accord. Les méthodologies de collecte des données, je ne les ai pas étudiées, et on voit bien qu'il y a quand même des remarques ici et là, vous voyez insérées, qui indiquent des modifications dans les calculs. Bon. Il reste tout de même que la convergence me semble assez nette entre ces deux outils, et si l'on se fie aux données de Wikipédia et Google, on a bien l'impression quand même que depuis 20 ans, au moins, l'intérêt s'émousse. Si l'on cherche à préciser encore les choses, et qu'on s'amuse maintenant à consulter les Google Ngram, c'est encore autre chose, qui font des statistiques cette fois-ci
à partir de la bibliothèque gigantesque des Google Livres. Vous savez, la bibliothèque de Google. Donc vous avez des quantités de livres qui sont numérisés. Et on fait des recherches sur, par exemple, ici, dans les Google Ngram, vous voyez à l'écran, j'ai fait une recherche sur Patelin, je crois. Oui, c'est sur Patelin. Et on voit apparaître des choses intéressantes. Alors, évidemment, comme là, les moteurs de recherche, c'est relativement récent, les statistiques que j'avais tout à l'heure, elles allaient sur 20 ans. Mais là, sur les bibliothèques numérisées, on peut remonter, évidemment, beaucoup plus haut. On remonte jusqu'au 19e assez facilement. Donc, première surprise, quand on regarde la courbe qui correspond à Patelin, première surprise, ah oui, je cherche ici, mais c'est celui-là. Première surprise, l'intérêt net, autour des années 1860, vous voyez, il y a des pics, et je me suis demandé pourquoi il y avait des pics, et je suis allé voir ce qui se passait à ce moment-là. Autour de 1860, pour la farce de Patelin, c'est normal en fait, parce que c'est le moment de plusieurs éditions importantes pour le 19e siècle, du texte, comme celle de Louis-Geoffroy Château, 1853, celle de François Génin, 1854, de Charles de Guérois, 1855, ou de Paul Lacroix, 1859. Donc c'est logique qu'on retrouve là un pic de citation de Patelin dans les Google Books. La vague se poursuit dans les années 1870, avec d'autres éditions, je vous fais grâce des éditions en question, et des représentations à la Comédie Française, notamment celle d'Édouard Fournier. Il s'agit là de versions remaniées, modifiées, mais c'est toujours plus ou moins, il y a quand même un rapport avec Patelin. Contribue aussi à ce pic de notoriété le succès d'une œuvre. Maître Patelin, vous connaissez peut-être, Maître Patelin, opéra comique de François Bazin en 1856. Bon, voilà, on comprend pourquoi Patelin a le nom est connu à ce moment-là. Bon, évidemment, la farce médiévale est un peu lointaine, mais il en reste quand même quelque chose. Dans les années 1920-1930, il en va de même. On a de nouvelles éditions, celles de Mario Rock et de Richard Holbrooke, et d'autres. La pièce semble alors vouloir rejoindre les classiques de l'enseignement secondaire. Et une romance, une romance issue de l'opéra comique du 19e siècle, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, est enregistrée sur disque, figurez-vous, par quelqu'un que vous connaissez sans doute et que vous allez réentendre bientôt, dans moins d'un mois, par Tino Rossi. Tino Rossi, donc vous voyez, je prépare la farce d'après, Tino Rossi enregistre une romance qui s'intitule La romance de Patelin, et dont on peut dire que le rapport avec Patelin est terriblement ténu, si on veut. Voilà. Je vais vous la faire écouter, vous allez voir, ça commence par « Je pense à vous quand je m'éveille, et de loin je vous suis des yeux ». Donc vous voyez bien tout de suite que ça ne ressemble pas à Patelin. Ce n'est pas le Patelin qu'on connaît. Je pense à vous quand je m'éveille, et de loin je vous suis des yeux. Je vous revois quand je sommeille dans un songe mystérieux. J'arrête là parce que sinon je vais vous perdre. Donc, on conviendra que cela ressemble assez peu à l'esprit de la farce médiévale. C'est sûr, hein, voilà, c'est un autre univers. Chaque artiste a son univers. Voilà. Donc, le pic que l'on a là, il s'explique aussi beaucoup par Tino Rossi, si on peut dire. À partir des années 1950-1960, on a une vraie redécouverte du genre de la farce, liée notamment à des éditions antérieures, aux travaux du temps, menés sur ce qu'on appelait alors la culture populaire, sans doute à tort, car le genre n'est pas du tout populaire, puisqu'il est le fait bien souvent d'étudiants en droit ou en médecine, comme cela nous a été rappelé. Tout cela se comprend aisément, et l'on pourrait, là encore, apporter une petite moisson de titres. Ce qui m'interpelle surtout, moi, c'est l'effondrement. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est à ça que je veux arriver. C'est l'effondrement à partir des années 1990 des mentions de la farce de Patelin. Alors, je suis désolé pour les collègues qui sont dans la salle et qui travaillent sur Patelin, mais il va falloir
faire davantage, visiblement. Voilà. Donc, on pourrait douter de ces chiffres. Il y a sûrement des biais que j'ignore, sauf qu'ils semblent assez convergents avec les données issues de Wikipédia et autres. Il y a un site assez remarquable dont j'ai découvert l'existence pour préparer cette communication, qui s'appelle les archives du spectacle, que les gens qui travaillent sur le théâtre connaissent bien. Ça permet de préciser les choses. La requête farce sur ce site, alors ça, oui, je vous ai épargné ça, enfin pas tout à fait. Voilà. La requête farce sur ce site, voilà, archives du spectacle, qui donc recense tous les spectacles sur une durée de temps que j'ai oublié, mais enfin qui est assez longue, produit 103 résultats. Wow, 103 résultats, on se dit c'est très bien, 103 résultats, sauf que 103 sur 130 000, du coup on se dit c'est assez peu en fait. 103 farces recensées sur les 130 000 spectacles répertoriés. Évidemment, il n'y a pas que du théâtre, il y a aussi de la danse, il y a aussi d'autres choses, mais enfin quand même, 103, du coup ça paraît assez ridicule. Alors vous avez la liste là, et des choses qui sont des vraies farces, j'allais dire, et puis d'autres choses qui sont plus ou moins des farces. On pourrait discuter du statut du statut farcesque de chaque chose. Pire encore, si on regarde la farce du Cuvier, autre célèbre farce du Moyen-Âge, on ne compte sur ce site-là que 3 représentations de la farce en tout et pour tout. Ça fait pas beaucoup. L'on pourrait aussi s'interroger sur les théâtres, puisqu'on peut regarder par type de théâtre, par qui fait les choix de programmer des farces. Enfin, bon, je n'entre pas dans ces détails-là, qui sont de la sociologie du théâtre, domaine que je ne maîtrise pas du tout. Seule exception notable que j'ai trouvée, et seul reste d'une certaine façon de la farce, quelques textes de Molière. Voilà. Les Fourberies de Scapin, par exemple, alors ça, c'est continuellement représenté, comme s'il n'y avait que ça, comme farce. C'est la seule farce qui a survécu, j'allais dire. Et alors là, vous avez une série de... Chaque année, vous avez des créations différentes, ici et là, des Fourberies de Scapin. Théâtre dont les enjeux scolaires sont évidents. Enfin, pour le coup, on comprend très bien que... Voilà. Il s'agit là de la farce, certes, mais il s'agit là de la farce telle que le XVIIe la comprend, et pas du tout telle que le Moyen-Âge ou la Renaissance la comprend. Ça m'embête un peu quand même. Bref, tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que, pour parler comme les juristes, si cela ne constitue pas une preuve irréfutable du désintérêt progressif pour cette forme théâtrale, puisqu'on peut représenter des farces sans employer le mot de farce, par exemple, il me semble que c'est au moins un faisceau d'indices convergents. La farce, me semble-t-il, intéresse moins, de moins en moins, et logiquement, on en représente de moins en moins souvent. Elle n'est, semble-t-il, jouée encore que quand le prestige du nom de Molière accompagne la représentation. Si le constat est juste, et je vais dire que ça me semble être le cas, alors on peut, et même on doit, je pense, s'interroger sur cet état de fait et sur les causes de cette évolution du goût théâtral. Alors, je n'ai pas la prétention de répondre définitivement à cette question, qui mériterait évidemment une étude approfondie, mais je peux peut-être très prudemment, très précautionneusement, soulever quelques petites questions, dont celle-ci. L'institution scolaire, dont on sait qu'elle joue un rôle très important dans la transmission des textes, accomplit-elle toujours ce travail de transmission de ce genre littéraire si particulier? Il est permis d'en douter quand on constate, j'espère qu'il n'y a pas d'inspecteur dans la pédagogique régionale ou générale dans l'Assemblée, il est permis d'en douter, donc je reviens le mois prochain au lycée de Chinon pour parler à des collègues de Rabelais, dont je peux tout à fait le leur dire aussi. Il est permis d'en douter quand on constate la place faite au Moyen-Âge et au XVIe siècle dans la réalité des programmes. Je ne dis pas dans les programmes théoriques, mais dans la réalité des faits. Il y a sans doute de bonnes raisons à cela, parmi lesquelles la relative difficulté des textes, bien évidemment, et un contexte culturel par trop différent. L'on peut évoquer aussi, plus profondément peut-être, la patrimonialisation accrue de ce corpus. La farce fait partie de ces objets respectables à admirer, mais dans des musées qu'on ne fréquente plus du tout, en fait. C'est certes un genre important, mais qui rejoint les mystères. Vous avez vu une représentation de mystère récemment, vous? Non, moi pas. J'ai l'impression que la farce, c'est un peu le même destin qui lui arrive. Dans le grand panthéon des œuvres aujourd'hui oubliées pour toujours ou pour très longtemps. Il y aurait même, si l'on voulait aller plus loin, à interroger aussi des systèmes idéologiques.
est-ce qu'on représente, allez, je prends le risque, est-ce qu'on représente si volontiers aujourd'hui et si facilement une femme battue? Est-ce que la bastonnade est si facile? J'ai, petite expérience que vous avez peut-être partagée avec moi, on va voir, j'ai eu l'impression que les premières minutes de la farce qu'on nous a montrée il y a quelques jours ne faisaient pas tant rire qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Après, ça allait mieux. Mais la bastonnade, la femme battue, c'était moins drôle d'une certaine façon. Et on comprend bien pourquoi, évidemment. Je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie du fait de battre sa femme. Oui, non, mais bien sûr. Les plaisanteries du temps, ne les juge-t-on pas facilement et indépendamment de la prise en considération des valeurs de l'époque, misogynes et donc inacceptables? Rabelais, par exemple, évoque dans le tiers-livre la farce à laquelle on a fait référence plusieurs fois, à laquelle il participa, ou en tous les cas il dit qu'il participa, alors qu'il était étudiant à Montpellier, de la femme muette, la femme mute, femme qui, par la grâce du médecin, retrouve la parole et qui se termine sur le caquet de cette dernière et le souhait du mari qu'on mette fin, je cite, à cet interminable parlement de femmes, quitte à perdre tout à fait l'ouïe. Est-ce qu'on représenterait, si on avait le texte, si volontiers cette farce aujourd'hui? Il est permis d'en douter. Par ailleurs, la place du catholicisme, et notamment ce schéma d'alternance Mardi Gras Carême, bien connu, peut aussi paraître problématique à certains producteurs de spectacles qui se disent bof, c'est risqué cette affaire. Bien à tort peut-être, mais parce qu'il s'agit d'une donnée culturelle et non d'une forme de prosélytisme quelconque. Plus profondément, l'exhibition du sexuel et du scatologique, voire du cruel, dont on a parlé tout à l'heure, qui faisait tant rire les hommes et les femmes du XVIe siècle, du premier XVIe siècle. Ça lève ces rires, ces bastonnades, ces massacres, ces gens en petits morceaux. Ça provoquait un rire réel. Est-ce que cela nous fait rire si volontiers encore aujourd'hui? Est-il même simplement envisageable de déverser sur scène des étrons plus ou moins fumants, comme on le faisait apparemment pour la farce du meunier dont je vous rappelle peut-être, enfin je le dis ou je le rappelle, qu'elle était insérée au beau milieu du mystère de Saint-Martin. Saint-Martin, bien connu dans la région, on met au milieu la farce du meunier, une farce d'une scatologie qui aujourd'hui est peu représentable. Je ne suis même pas sûr que si les normes hygiène et sécurité le permettent. Les mœurs du jour et nos règles de bienséance, en tous les cas, ne le permettent pas. Bref, dans quelle mesure, et c'est la question un peu à laquelle j'arrive, sommes-nous encore capables de voir, de participer à des farces? Ne sommes-nous pas revenus, en fait, 5 siècles plus tard, par un curieux phénomène ironique, au jugement de ces humanistes purifiés que j'évoquais et dont je me moquais à l'époque, en commençant mon parcours chronologique? Notre époque n'est-elle pas désormais pleinement d'accord avec eux? Notre temps ne pense-t-il pas dans le fond, sans le dire clairement, sans l'expliciter, qu'il s'agit là de paroles ordes et vilaines, de matière assez déshonnête? Posons les choses un peu différemment en termes financiers. Le public des théâtres, qui est un public sociologiquement déterminé, paye une place assez chère. Le fera-t-il aussi volontiers pour assister à ce genre de choses? J'ai tendance, pour ma part, à croire qu'il mettra plus volontiers la même somme, la même quantité d'argent, ce qui est quand même le golden standard, enfin, le signe indubitable, dans une représentation du Misanthrope, d'Athalie ou de je ne sais quelle autre pièce. Je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce que vous avez des questions? Merci Stéphane, c'était super. En fait, c'est un peu une question, mais aussi un peu une mise en perspective, dans une autre perspective de ton propos. Parce que
si tu veux, il y avait des trucs un peu tarte à la crème au début du siècle, du XXe siècle, qui pouvaient ressembler à des choses comme des farces. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien, hélas. Et la question qui se pose pour moi, c'est la question du lieu. C'est-à-dire que, comme tu le disais, on ne va pas aller au théâtre peut-être pour voir une farce comme on allait avant, parce que la farce aussi, c'est le lieu de la rencontre populaire autour d'un objet qui n'est pas un objet sacré, mais qui est un objet qui fait rigoler. Les théâtres, quels que soient leurs tarifs, ne sont pas des lieux où se rencontre le public populaire. Par contre, les chaînes YouTube, oui. Et en matière de farce, hein, sur des séries farcesques, dans l'espace vidéo et dans l'espace, bon, soit peu importe quel genre de chaîne, peu importe que ce soit YouTube, une autre plateforme ou je ne sais pas quoi. Il me semble qu'il y en a pas mal. Alors peut-être que la question évidemment de la tromperie, ça reste un ressort hein, qui fait rigoler. Mais par contre, c'est vrai qu'on a remplacé peut-être ce qui fait rigoler. Par exemple, quand on parle des hôpitaux, quand on parle, tu vois ce que je veux dire, des banquiers, quand on parle, il y a ce côté où c'est, à un moment donné, tu rigoles et puis à la fin, non mais c'est carrément méchant en fait. Tu vois, c'est carrément, c'est brutal quoi. Enfin, je veux dire, effectivement, il y a des gens qui ressortent avec un bras en moins, des choses comme ça. Enfin, et ça fait rire. Voir les séries gore. Parce que moi, ce qui me sidère toujours, c'est de voir de jeunes adolescents, des gamins où je me dis, mais attends, moi, je ne supporte pas de regarder ce film, qui sont morts de rire devant des séries gore. Vraiment. Parce qu'eux, ils comprennent très, très bien l'humour, alors que moi, je suis glacée. Tu vois, parce que ce n'est pas mon référentiel. Donc, je me demandais si la disparition de la farce au niveau du théâtre, ce n'est pas plutôt qu'elle a quitté un champ qui n'est plus investi physiquement par un public populaire pour aller s'installer sur un espace fréquenté par ce public populaire. Merci pour cette question. En fait, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Ça signifierait qu'en fait, le genre, comment dire, entre en submersion, n'est plus visible en surface, mais qu'il trouve d'autres espaces, d'autres lieux. C'est tout à fait possible. Alors c'est vrai que ma méconnaissance totale, mais alors totale, de l'univers des vidéos YouTube fait peut-être que je passe à côté là d'un univers qui aurait été intéressant d'interroger. Mais alors ça voudrait dire que l'espace dans lequel ce farcesque a toujours lieu est un espace qui ne permet plus comment dire, la communauté du théâtre, le fait d'être ensemble, c'est des consultations singulières et individuelles. Bon, ça veut dire que ça se métamorphose, mais pourquoi pas, ouais. C'est peut-être des réseaux, oui, tout à fait. Oui, c'est des communautés virtuelles. J'ai un peu de mal avec cette idée d'une communauté. Oui, voilà, mais j'entends bien. Merci en tous les cas. Oui, Micheline. Vous avez parlé de l'école tout à l'heure, et moi je me souviens de ma scolarité où on m'expliquait, où on me parlait de Boileau et ce sac ridicule ou scapace, enveloppe, je ne reconnais pas. Et on m'a appris le bon goût, et on m'a dit que le comique de répétition, enfin tout ce genre de comique qu'on retrouve dans la farce, ça ne devait pas faire partie du goût que je devais avoir en sortant du lycée, parce que je devais être une jeune fille bien. Et j'ai mis plein de temps avant d'être une femme pas bien, en fait. Et vous voulez que je vous félicite? Oui, non, mais si on blague mise à part, oui, effectivement, j'entends bien cette prégnance du modèle et cette transmission du modèle et tout ce que ça peut avoir probablement de surmoi, enfin de choses lourdes à porter pendant un certain nombre d'années. Cela dit, c'est une transmission quand même. Et là, la question que je me posais, moi, c'est celle de la réalité de la transmission à l'heure actuelle. C'est plutôt par c'est-à-dire qu'on ne nie pas la farce, on ne dit pas que c'est un genre qui manque d'intérêt ou je ne sais quoi. C'est comme si on la contournait et qu'on n'en parlait plus. Enfin, ouais. Marie, je me doutais bien.
Oui, je disais qu'il fallait quand même pas laisser de côté la question de la langue et du moyen français. Voilà, qui est quand même, enfin, la question de la farce, c'est si on la joue aujourd'hui, est-ce qu'on traduit ou est-ce qu'on ne traduit pas? Et ça embarrasse tout le monde parce que c'est quand même du français. Simplement, c'est un français extrêmement difficile. Alors, sur la même rangée que toi ou celle de derrière, tu as quelqu'un qui a fait une édition de Rabelais qui montre qu'on peut quand même transmettre des textes. Voilà, donc ça, c'est quand même... je pense que c'est pas tout à fait... évidemment, c'est un argument. C'est évidemment un argument. C'est comme si on lisait Le Canard enchaîné dans 500 ans. On se dirait, mais non seulement la langue est incompréhensible, mais les blagues dont il est question... on les comprend plus parce qu'on n'a plus tout le micro-univers. Voilà. Donc ça c'est certain. Ça, c'est absolument certain. Est-ce que ça suffit à expliquer? Pourquoi alors, dans ce cas-là, il y a 50 ans, c'était pas très différent? Je crois qu'on traduisait. Aujourd'hui, la question aussi, c'est que... Enfin, les artistes aujourd'hui sont aussi dans une démarche des fois très informée historiquement. Finalement peut-être beaucoup plus respectueux des textes, etc. Et donc la question de la traduction est une vraie question. Oui, voilà. c'est une vraie C'est-à-dire question. que voilà, on a quand même aussi une tendance à retourner aux textes anciens, à les respecter justement, et à les respecter. Et justement, la question de les jouer voilà, la question de l'adaptation, de la translittération ou de la traduction, bon, à la fois, ce sont des questions qui en ce moment sont agitées. Mais je pense qu'on est dans une période charnière avec ces textes-là. C'est intéressant que tu dis ça parce que c'est une façon de poser le problème que je n'avais pas du tout envisagé. C'est-à-dire que ça serait pas, non pas par, ça serait par hyper-correction d'une certaine façon, par attitude d'hyper-respect d'une certaine façon, on n'oserait plus tellement y toucher. En tout cas, je pense que on est sans doute dans une période de travail sur cette période-là. Oui, certainement. Je voulais dire qu'il y a quand même un certain nombre de sujets qui faisaient rire dans les farces et qui ne font plus rire, qui ne doivent plus faire rire. Vous avez parlé des femmes battues, on pourrait parler de Banania, on pourrait parler des homosexuels, on pourrait parler d'un tas de sujets qui ont maintenant, enfin je veux dire, il est interdit par la loi et par la réflexion quand même, de se moquer. Ah, mais et, oui. donc, je pense que si la farce disparaît, il y a peut-être aussi un parallélisme avec l'évolution, en bien, je pense, de la société dans ces domaines-là. Ah oui, c'est évident que la question des normes juridiques a une importance, parce que les gens qui font représenter ces pièces-là doivent rendre des comptes si les choses tournent mal. Donc effectivement, bien sûr. Et je ne veux pas revenir sur quelques épisodes célèbres et récents, mais il y a toute une série enfin, disons que j'aimerais pas être dans la peau de quelqu'un qui produit des pièces de théâtre en ce moment. Enfin, ou alors, j'irais choisir des choses sans risque. Enfin, c'est sûr. C'est sûr. Ça pose la question de la liberté que donne le rire, et que notamment on voit effectivement dans la farce. C'est qu'actuellement, il y a quand même... Il y a actuellement quand même une tendance à... pas la censure, mais enfin à une sorte de norme morale sur un certain nombre de sujets qui coincent, quoi, qui nous met mal à l'aise. Et par ailleurs, ces normes-là ont des justifications éthiques réelles. Donc on est... C'est pour ça, c'était un peu le sens de mon questionnement. J'ai bien conscience que je m'aventurais sur un terrain un peu risqué, donc j'y suis allé prudemment, mais effectivement, on est à la limite de voilà. La question de ce dont on doit rire, de ce dont on peut rire. Voilà, j'ai préparé cette communication en me disant, bon, je sais pas si... Voilà. Et le début de la pièce que nous avons vue il y a quelques jours m'a convaincu de la pertinence de ce que je disais. C'est-à-dire que les quelques 10 minutes du début ne faisaient pas rire. Voilà. Je suis désolé pour les acteurs s'ils sont dans la salle, mais ça faisait pas rire, et pour des raisons qui, à mon avis, sont extra... Enfin, de toute façon, le théâtre, c'est une relation. Hein, donc... Mais on m'a rapporté, à la fin, quand je suis ressorti, j'ai écouté aussi, notamment quelqu'un qui est
qui avait à peu près 30 ans, qui m'a dit deux choses qui se rapportent aux questions qui sont posées. Il y avait des moments où je ne comprenais pas. Et je pense que c'était les scènes où on revenait à du patois, enfin un certain nombre de formes du langage qu'on n'a plus l'habitude du tout d'entendre. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement, ça ne m'a pas fait toujours rire. Et ça revient à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a là... Et pourtant, moi, j'en parlais à d'autres tout à l'heure, je me souviens d'un film qui date peut-être des années 70, je ne me souviens plus trop, Divorce à l'italienne, qui se termine par 2 meurtres, et où tout le monde dans la salle éclatait de rire. Oui, mais alors, la question qui se pose... Enfin, moi, je fais crédit à ce jeune homme de 30 ans dont vous parlez. C'était une jeune femme. Enfin, jeune femme. Ça change rien à mon propos. Mais à cette jeune femme de 30 ans dont vous parlez, je lui fais crédit de sa bonne foi. Oui. C'est-à-dire, je pense réellement que ça ne la fait pas rire. Oui, mais et que là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les sauts idéologiques. C'est-à-dire qu'il y a des... Comme on dit qu'on passe du Moyen-Âge au XVIe siècle par un certain nombre de choses qui étaient possibles avant, des valeurs qui ne sont plus exactement les mêmes. Je pense qu'effectivement, je peux me tromper, mais dans 150 ans, des historiens diront « Oh, autour des années 2020 en France, sur cette question-là, il s'est joué un certain nombre de choses. » Voilà. Et ça, les humanistes du Bellay et Sébillet et compagnie, je pense que ça les fait pas rire, les farces. Hein, je pense pas qu'ils se... Je pense pas qu'ils mentent. Hein, ils disent ça. Ah, mais c'était sincère, ça n'a aucun doute. Voilà, c'est sincère. Mais donc, ça pose plein d'autres questions, en vrai. Moi, je voulais rebondir sur la question de la langue aussi, parce que comme je monte des spectacles justement avec des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, j'ai monté du Molière. Et en fait, c'est sans doute un des spectacles les plus difficiles pour lesquels j'ai eu le plus de mal à travailler avec cette génération-là. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils lisent, et qu'effectivement, on est contraint de traduire toutes les situations, de réexpliquer tout, pour que ça puisse prendre sens pour eux, et qu'ils puissent après s'en emparer et l'interpréter. Et une fois qu'on a fait tout ce travail qui est très très long, alors là, ils peuvent. Ouais, et ça devient intéressant, mais ça n'a plus d'accès immédiat du tout. Non, et ça c'est un beau travail de pédagogie, vraiment. Oui. Voilà, c'est important. Absolument. Que ça soit fait, que ça soit transmis. Mais c'est le rapport. On n'est plus de plein pied. Enfin, cette génération. J'ai des enfants qui sont de cette génération, donc n'est plus de plein pied avec ces textes-là. C'est évident. Ouais. C'est évident. Mais pour des questions qui sont des questions pas tellement. Moi, je mets moins l'accent sur la question de la langue, même si elle est importante, mais qui sont des questions de système axiologique, de valeurs. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, on est des vieux croutons, pour dire les choses très, très trivialement. Enfin, moi, en tous les cas. Voilà. Je partage. Juste une dernière chose, je voudrais te remercier, Stéphane, pour les questions que ça pose, parce que je trouve que concernant la farce, c'est vraiment intéressant. Donc, et juste, j'ai quand même l'impression... Je peux me tromper aussi, hein, je ne fais qu'émettre un avis subjectif pour le coup de praticien du théâtre, que par un travail qui est peut-être en recherche, comme disait Marie, un travail qui est à faire en ce moment, en tout cas moi je le ressens dans mon corps, j'ai envie de dire, justement de travailler par le corps la langue. Et c'est des expériences, je sors d'une expérience comme ça à Cannes où j'ai demandé à des élèves d'inventer leur langue. Ils ont inventé leur langue, donc personne ne comprenait ce qu'ils disaient. C'était une langue inventée. On était en plein Rabelais, en plein Patelin. Et ça fonctionnait absolument, parce qu'ils jouaient masqués, qu'ils étaient tous absolument dans le corps, quoi. Et il y avait quelque chose qui fonctionnait. Et je pense qu'il y a un chemin par là à se réemparer de ces textes archaïques et de les utiliser comme des supports poétiques à une invention. Enfin, il y a quelque chose à faire artistiquement avec tout ça, et je pense dans la mise en scène de tout ça, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y avait quelque chose de la mise en scène, enfin du jeu et tout ça, et je pense qu'on peut tout, enfin on peut tout, il y a des limites, on est d'accord, mais je pense que toutes choses peuvent se transmettre quand il y a un niveau sur le plateau qui doit être forcément très exigeant, quoi, parce que c'est des gros enjeux. Je te remercie de ta question et je suis persuadé comme toi que c'est possible. Sinon, je ne serais plus enseignant du tout. Enfin, j'aurais renoncé.
Parce que certains soirs, ça m'arrive d'y penser, mais voilà. Mais je suis bien persuadé que c'est possible et le chemin par le corps, oui, effectivement. Après, ça suffira probablement pas à rendre tout, quoi. Mais peu importe. Après, c'est une entrée en matière. Eux feront leur chemin avec ce texte-là sur... voilà. Ce qui vient d'être dit me rappelle une troupe théâtrale qui existe encore, le Footsbarn Theatre. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Ce sont des... Je crois qu'au départ, ils étaient irlandais. Et moi, je les ai vus maintes fois à Poitiers, où ils venaient assez souvent. Et je me souviens notamment d'un spectacle, l'Odysseus, où chacun, parce que donc il y avait des acteurs de toutes nationalités, de toutes origines, chacun parlait dans sa langue. Ulysse, je crois, était indien. Pénélope était britannique, je ne sais pas trop. Il y avait Mentor qui parlait en français. Et dans la salle, nous comprenions tout, même l'indien. Donc, ça montre que y avait une magie qui opérait et que c'est possible. Oui, c'est bien pour ça que la barrière de la langue n'est pas une barrière absolument infranchissable. Et d'autre part, mais c'est un sujet différent, je pense que les statistiques sont un peu trompeuses. Non, mais pas pour la raison que vous avez évoquée, mais je pense que si on fait des statistiques avec, je ne sais pas, la comédie, la tragédie, encore plus peut-être, Wikipédia ne s'y intéresse peut-être pas tant que ça, sauf qu'il y a peut-être plus de recherches parce que les profs vont dire il faut aller chercher, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de jeunes de la génération actuelle et même des trentenaires qui sachent ce que raconte Phèdre, ce que raconte Attali. Vous avez parlé de Racine. Donc je pense que ce n'est pas que la farce, c'est la littérature dans son ensemble qui est la littérature classique, oui, et même la littérature tout court. Et c'est vrai que moi, j'enseigne plus, mais il y a longtemps que j'aurais effectivement renoncé si j'étais encore obligée d'y aller. Hein ? Non, vous n'êtes plus obligé d'y aller. Alors, j'avais pointé un des biais, une des limites de mon utilisation des statistiques. Vous en pointez un autre, et c'est vrai que je n'ai pas eu la curiosité, bêtement, de comparer. Ça serait un travail très simple et très rapide à faire, et qui dirait quand même quelque chose d'intéressant sur mais la patrimonialisation, la muséalisation d'un certain nombre de formes littéraires, probablement qu'elle ne touche pas que la farce, probablement qu'elle touche aussi... Alors après, je ne sais pas, l'institution scolaire a une grande responsabilité, je ne dis pas culpabilité, je dis responsabilité dans cette affaire-là, et il faudrait voir. Mais je ne suis pas sûr que, par exemple, comédie, on trouve autant je vous accorderais volontiers intuitivement tragédie, et je pourrais le vérifier là si j'avais du wifi, autant de comédie, je pense qu'on n'aurait pas les mêmes résultats. Bon, faudrait voir. Il y a de toute façon, la vie on a l'air d'être trouvé ça très triste, mais enfin, la vie des formes littéraires, ça naît, ça meurt, enfin, ça naît, ça vit, ça meurt, hein, enfin, et puis on recommence, puis on en trouve d'autres, et puis qui fait aujourd'hui des ballades, par exemple, à part nos poètes contemporains qu'on a entendus tout à l'heure, mais qui écrit des ballades ou des rondeaux? Peu de gens. C'est pas si grave en fait. On a survécu sans ballades et sans rondeaux. Voilà. Non, on a peut-être perdu quelque chose, je dis pas. Ouais. Après, j'avais interrogé Marie Duré-Pujol, qui était là jeudi soir, pour lui demander en fait s'il y avait des farces au cinéma, enfin si elle pouvait m'indiquer des films qu'on aurait pu passer au cinéma, pourquoi pas. Et en fait, elle me disait qu'il n'y avait pas de farce au cinéma au XXe siècle. Alors je trouvais ça un peu étonnant. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est pas. Donc moi, je pense. Oui, le burlesque, voilà.
Et par exemple, il y a un film, le film du Coréen qui a eu le prix à Cannes, Parasite. Est-ce qu'on peut qualifier ça de farce, par exemple? Il y a des éléments de farce. Oui, voilà. Et il y avait un film aussi, il y a quelques années, qui s'appelait La fille du 14 juillet. Je ne sais pas si certains l'ont vu, de Antonin Perchenko. C'était assez drôle parce que en fait c'était assez gore. Ça a commencé par une fille qui vendait des petits échafauds et donc bon, et puis quand on mettait son doigt dans l'échafaud, ben on se faisait couper le doigt, mais vraiment quoi. Et à chaque fois il y avait un couillon qui arrivait et qui se faisait couper un bout de membre dans l'échafaud de la fille. En plus il payait le petit échafaud quoi, il l'achetait pour jouer. Donc c'était assez marrant. Bon. Donc on a cherché des farces au cinéma et peut-être que c'est passé aussi du côté de... Ah oui, ah ben oui, ça... Ouais. Oui. Ouais. Ah oui, les Monty Python, bien sûr. Bah oui. Ah ouais, les Monty Python. Oui, c'est vrai, mais oui, bien sûr. Bah oui. Les Anglais. Merci Stéphane, merci beaucoup. Donc, on va aller pouvoir déguster une dernière fois. Hein, voilà. Donc, nous avons les vins du domaine Jourdan et qui nous attendent. Et puis, voilà, je vous remercie infiniment d'avoir été présent encore cette année au Festival des nourritures élémentaires. Et on ne manquera pas de vous tenir informés des prochaines éditions. Voilà, on est en train de discuter un peu du thème. Hein. On va peut-être pas l'annoncer tout de suite, on va garder un peu le... Hein. Voilà, on va en discuter entre nous si au resto indien de... Voilà. Merci à toi Mathilde. Merci. Pour tout. Merci pour ton accueil, toujours chaleureux. Merci. Merci à toi Stéphane. Merci, à bientôt.